Mais c'est juste une question d'habitude. Bonjour ou bonsoir à tous. Nous poursuivons nos auditions du jeudi. Nous sommes maintenant à la 3e ou la 4e audition. Nous recevons pour cette première partie d'après-midi M. Proglio, que tout le monde connaît, président d'EDF, qui va nous présenter sans doute sa vision de la transition énergétique, de notre avenir. Et dans un second temps, à partir de 6h moins le quart, 5h, 10h moins le quart, nous recevrons M. Louis-Gou, qui a été jusqu'à peu membre de la commission de régulation de l'énergie. Voilà les quelques mots rapides que je voulais faire. Je sais que les ministres souhaitent peut-être faire quelques mots d'introduction. Bien, bonjour à tous. Je voulais remercier Henri Proglio d'être le premier chef d'entreprise, et pas n'importe quelle entreprise, auditionné dans le cadre de ce débat national. Évidemment, EDF est l'acteur historique de la politique de l'énergie en France, avec, je crois, 110 000 collaborateurs en France, 160 000 dans le monde. Premier producteur et fournisseur d'électricité en France. Dans le monde. Premier dans le monde aussi, évidemment. EDF qui, depuis 2004, a été transformé en société anonyme, dont le capital est à 85% détenu par l'État. État qui est lié à l'entreprise par un contrat de service public qui n'a pas été renouvelé depuis 2005. Et ça fera peut-être partie des sujets de ce débat national. Et donc, c'est très important, évidemment, que l'on puisse avoir votre vision à la fois au niveau mondial, mais aussi français, européen. On a eu souvent l'occasion d'échanger sur ces sujets de l'avenir de la politique énergétique. Eh bien, merci encore. Merci, Madame la Ministre. Avant de passer tout de suite la parole à M. Proglio, je voudrais saluer la présence parmi nous de Jean Jouzel, comme membre du comité de pilotage de notre débat national. Bruno Rebel, autre membre du comité de pilotage, sera là dans un instant, m'a-t-il dit. Et des autres membres s'excusent auprès de vous de ne pouvoir être là, mais ils ont des contraintes à l'extérieur de Paris. Voilà, je pense que M. Proglio connaît bien l'objet, l'étendue du débat national qui est le nôtre. Et donc, sans tarder, je vous laisse la parole pour une petite demi-heure, si j'ai compris ce que vous souhaitiez. Bonjour, Madame la Ministre. Rebonjour. Mesdames et Messieurs. Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à plancher devant vous aujourd'hui sur ce sujet qui nous concerne tous et qui concerne tout particulièrement EDF, qui est la transition énergétique. C'est surtout un enjeu majeur pour la France, pour les Français. Il est déterminant pour les choix à long terme de notre pays. Alors je dis la France, alors qu'en réalité, comme l'a rappelé Madame la Ministre, c'est un sujet évidemment qui ne se limite pas aux frontières du territoire national, mais qui concerne tous les pays du monde. Notre étape sera de savoir s'il y a une cohérence de comportement entre les divers pays, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne, mais ça, c'est un autre sujet. Il fera d'ailleurs, il sera peut-être utile, au demeurant, qu'on aborde ce type de préoccupation au cours du débat, car si la question est évoquée, la réponse est simple, il n'y a pas de politique européenne en matière d'énergie, et il serait certainement très souhaitable que ce sujet revienne à l'ordre du jour, au moins au niveau des instances européennes, pour qu'un minimum de concertation soit érigé en principe. Alors avant de répondre à vos questions, et c'est pour ça que je suis venu essentiellement, je voulais apporter en quelques rapides phrases à vos travaux la vision et la contribution d'EDF, acteur du service public de l'électricité en France, mais également dans le monde, et c'est vrai que nous sommes le premier électricien mondial et fiers de l'être. Alors d'abord, je suis convaincu que nous allons faire de ce débat sur l'énergie une chance pour la France. Cela passe évidemment par une vision partagée des enjeux pour notre pays, des objectifs stratégiques à poursuivre, et bien sûr et aussi des atouts dont nous pouvons disposer. Alors d'abord, les enjeux, ils sont bien connus de la plupart d'entre vous. Enjeux de sécurité d'approvisionnement. Face au troisième choc pétrolier actuel, nos importations de pétrole et de gaz
s'élève à 68 milliards d'euros en 2012, soit pratiquement le montant de notre déficit commercial. Je crois qu'il est utile de le rappeler. Enjeu économique pour les entreprises, avec une concurrence mondiale qui s'intensifie, et pour l'emploi en France, dans un contexte de montée du chômage qui touche toute l'Europe. Est-il nécessaire de rappeler que c'est au travers de cette dimension du prix de l'énergie que les États-Unis sont en train de relancer leur économie et leur emploi? Enjeu social pour le pouvoir d'achat, bien entendu. L'énergie pèse de manière croissante dans le budget des ménages et davantage encore avec la crise. Je pense en particulier aux Français de plus en plus nombreux à se restreindre pour le chauffage et pour leurs déplacements. Enjeu climatique enfin. On a tendance à le perdre un peu de vue, alors qu'il s'agit d'un enjeu majeur sur le long terme. Comme chacune et chacun d'entre vous, je ne me résous pas à un réchauffement de 3, 4 ou 5 degrés de notre climat, ni à un prix du CO2 artificiellement bas, qui incite notamment en Europe à brûler du charbon, voire de la lignite. Et sur ce plan comme sur les autres, il n'y a certainement pas de temps à perdre. Alors face à ces enjeux, on voit se dessiner un objectif stratégique pour notre pays, moins d'énergie fossile pour moins d'émissions de CO2, moins de déficit de la balance commerciale, plus de pouvoir d'achat et plus d'emplois. Pétrole et gaz représentent à ce jour les 2/3 de l'énergie consommée dans notre pays, l'électricité 22% et la biomasse environ 8%. Les bâtiments et les transports représentent 70% de notre consommation d'énergie. C'est donc là où la transition doit avoir, bien entendu, le plus d'impact. L'électricité a clairement un rôle déterminant à jouer. L'Agence internationale de l'énergie, le GIEC, la plupart des scénarios de prospective énergétique le montrent. L'électricité est un levier de décarbonation efficace parce qu'elle peut être produite sans CO2, à des coûts maîtrisés, et parce qu'elle peut se substituer aux énergies fossiles dans nombre d'usages. S'agissant de l'électricité, et contrairement à un certain nombre d'idées reçues, la France a, à bien des égards, un temps d'avance par rapport à tous ses voisins. À ce titre, l'électricité en France constitue un véritable atout sur lequel faire levier dans la transition énergétique est important, atout en termes de sécurité d'approvisionnement, avec un parc existant nucléaire et hydraulique qui évite l'équivalent de 25 milliards d'euros d'importation de gaz, correspondant à une augmentation de 40% de notre déficit commercial, si ce devait être le cas. En termes économiques, avec une électricité 40% moins chère que la moyenne européenne hors France, 2 fois moins chère qu'en Allemagne pour les ménages. Enfin, une électricité déjà décarbonée au niveau que devront atteindre nos voisins en 2050. Avec un parc de production d'électricité à 90% sans CO2, le français, comme le suédois, émet 5 tonnes de CO2 par an contre plus de 9 en Allemagne et au Danemark, où la production d'électricité est majoritairement à base de charbon et de gaz. Ne nous y trompons pas, chaque pays autour de nous vise et mise sur ses atouts propres. Les États-Unis, je le disais à l'instant, sur leurs ressources en gaz de schiste, qui leur permettent de soutenir la croissance et l'emploi, avec au passage une baisse de leurs émissions de CO2 en substituant le gaz au charbon. La Chine, qui elle mise sur la taille de son marché, qui lui permet de faire jouer à plein les économies d'échelle sur l'ensemble des technologies. Le charbon, il se construit une centrale à charbon chaque semaine en Chine. Le nucléaire, 11 centrales nucléaires par an. Le gaz, l'hydraulique, le plus grand producteur d'hydroélectricité dans le monde, du fait des Trois Gorges. Et bien sûr, les renouvelables. L'Allemagne a choisi une autre voie en misant sur ses ressources domestiques en charbon et sur sa capacité industrielle et exportatrice appliquée aux renouvelables. S'y ajoute évidemment l'importation de gaz, notamment en provenance de Russie. Et elle connaît aujourd'hui un débat avec les difficultés des industriels du photovoltaïque et de l'éolien et une électricité pour les ménages qui atteint 280 € le mégawattheure, soit le double du prix français. Aujourd'hui, l'enjeu stratégique pour la France, c'est la maîtrise de l'énergie et la baisse de l'usage des fossiles dans les bâtiments et les transports, avec des filières nationales qui créent de l'emploi pérenne dans notre pays. Alors pour le bâtiment, je suis convaincu que l'on doit et on peut être ambitieux si on parvient à cibler les gestes efficaces
et à être performant dans les moyens mis en œuvre. On ne part pas évidemment là aussi d'une feuille blanche. Des actions ont déjà été entreprises dans le passé, en particulier sur les logements construits depuis 1974 sous des réglementations thermiques de plus en plus strictes, mais également dans l'ancien, notamment avec des rénovations très importantes dans le parc d'HLM. Le résultat est tangible puisque sur l'ensemble des logements, entre le début des années 80 et aujourd'hui, la consommation moyenne d'énergie finale par mètre carré pour le chauffage a baissé de 40%. Ce chiffre moyen recouvre en réalité évidemment une grande diversité de cas de figure, divers en termes d'isolation avec 4 millions de logements qui ne sont pas ou peu isolés, 17 millions de logements moyens et 7 millions de logements plutôt performants. Et divers en termes d'énergie également, 2 tiers des logements sont chauffés avec des énergies fossiles, gaz, GPL ou fioul, et consomment chacun en moyenne 12 MWh de chauffage par an. 1 tiers des logements sont chauffés à l'électricité et consomment en moyenne 5 MWh de chauffage par an, au lieu des 12. Aujourd'hui, contrairement à ce que l'on peut entendre quelquefois, la France présente des performances énergétiques équivalentes à celles de l'Allemagne. Les consommations finales par habitant sont assez proches. Pour l'ensemble de l'économie, 29 MWh par habitant et par an en France, 32 en Allemagne. Pour le secteur résidentiel, 7,9 par habitant et par an en France, 8,7 en Allemagne, avec une différence essentielle dans les sources d'énergie utilisées, puisqu'en Allemagne, plus de fioul et de gaz, en France, plus d'électricité et de bois, et donc moins de CO2. Par ailleurs, il y a des bonnes pratiques chez nos voisins, notamment sur l'éclairage et l'électricité spécifique, et nous pourrions nous en inspirer pour améliorer encore notre efficacité. Ces bons résultats, nous les devons aux efforts déployés dans les décennies précédentes, la chasse au gaspillage, les normes sur les équipements et les logements neufs, ainsi que les efforts dans l'industrie, et qui ont puisé dans le potentiel d'économie le plus accessible. Pour l'avenir, pour aller plus loin dans l'efficacité énergétique, nous devons aller chercher des économies de moins en moins faciles à mobiliser, en grande part dans la rénovation des bâtiments existants. Et dans ces conditions, le risque à éviter, ce sont les rénovations trop coûteuses, appliquées uniformément à tous les logements, qui pèseraient sur le budget des ménages ou de la collectivité, sans délivrer de vraies économies d'énergie et de CO2. Alors pour illustrer mon propos, prenons un logement déjà moyennement isolé. Si on lui applique une rénovation très poussée, le coût de cette rénovation est 3 à 4 fois trop cher par rapport aux économies réalisables. De notre côté, prenons les logements les plus énergivores. Ils consomment 2 fois plus si on les rénove de manière forte, en ciblant 2 ou 3 des gestes les plus efficaces. Cela revient 2 fois moins cher et c'est donc compétitif avec de vraies économies d'énergie et de vraies réductions de CO2. L'enjeu consiste donc à cibler les bons gestes sur les bons logements en profitant de toutes les opportunités liées aux diverses interventions réalisées dans les bâtiments. Cela doit permettre, avec le même niveau de dépenses, de faire beaucoup plus d'économies d'énergie et beaucoup moins de CO2. Je rappelle que chaque année, les Français dépensent 40 milliards d'euros pour l'amélioration de leur logement, dont 15 à 20 milliards impactent l'efficacité énergétique, avec 2 milliards d'incitations et d'aides publiques à la clé. Il est possible, sans augmenter le montant de ces aides, d'en accroître considérablement l'effet de levier en matière d'efficacité énergétique, en particulier en favorisant pour chaque intervention les doubles gestes qui améliorent la performance énergétique en même temps que la qualité des logements, par exemple l'isolation par l'extérieur lors d'un ravalement de façade ou d'une réfection de toiture. Concrètement, nous devons faire preuve d'innovation et d'efficacité sur les règles du jeu, en particulier sur 4 points qui semblent clés. D'abord, un diagnostic de performance énergétique plus robuste, crédible et libellé en euros au mètre carré pour qu'il y ait un sens concret pour les ménages en les renseignant sur ce qui les intéresse vraiment, à savoir le montant de leur facture et qui les incite à déclencher des gestes rentables. Deuxièmement, un renforcement de la formation des professionnels du bâtiment aux réflexes énergétiques et à la maîtrise des techniques de l'efficacité énergétique. Cela devrait contribuer à réduire des écarts de coûts constatés sur certains gestes chez nous et dans certains pays voisins.
Troisièmement, des incitations qui soient liées aux résultats. Par exemple, sur le gain de classe énergétique, plutôt que sur les moyens, comme le crédit d'impôt, sur tel ou tel geste technique. Enfin, nous devons réfléchir à des formes de réglementation simples et légères qui permettent de généraliser le réflexe énergétique et de donner aussi ou ainsi de la visibilité aux filières du bâtiment sur les volumes des rénovations. J'ajouterais qu'il faut aider spécifiquement les plus démunis à financer leurs travaux d'amélioration, bien entendu. C'est une question de solidarité sociale, mais également d'efficacité, car c'est dans les zones rurales, dans les maisons anciennes, mal isolées, qu'on trouve les plus grandes dépenses de chauffage et donc les plus importants potentiels d'économie et d'amélioration du confort. Globalement, cet ensemble de mesures doit permettre une simplification des règles, l'optimisation des dépenses publiques, la décentralisation en donnant un rôle clé aux acteurs locaux pour l'organisation des filières, la détection des logements, voire des quartiers les plus énergivores. Deuxième point, c'est le transport, qui de son côté représente 30% de notre consommation d'énergie, 60% de notre consommation de pétrole, la moitié de notre déficit commercial et la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Le pétrole est aujourd'hui quasiment le seul combustible utilisé dans ce secteur. Cela peut évoluer. Nous avons en France des entreprises leaders mondiales dans les domaines des infrastructures, de la logistique, des matériels de transport et des systèmes de gestion du trafic. Elles ont permis d'engranger de premiers résultats, comme la baisse de 17% de la consommation unitaire moyenne des voitures particulières en circulation en France depuis 1990. Nous devons bien sûr aller plus loin face à un enjeu clé pour nos villes, pour nos territoires, en France, mais également dans le monde. Aujourd'hui, un habitant de la planète sur 2 est un urbain. Demain, ils seront 3 sur 4. Dans les 20 ans qui viennent, chaque année, 10 métropoles dans le monde franchiront le seuil des 7 millions d'habitants. Du Grand Paris à Nice, d'Istanbul à Singapour, la gestion des villes et des territoires durables est posée. EDF, avec d'autres, y travaille assidûment. Véhicules individuels plus efficaces, véhicules hybrides rechargeables ou électriques, transports collectifs, comme les bus, les trams, les métros, les transports doux, comme les vélos d'ailleurs. Sur l'organisation de ces écosystèmes de la mobilité, comme sur les nouveaux usages de la mobilité partagée, nous avons en France des atouts à faire valoir et à développer. À développer notamment dans une approche intégrée, en travaillant à la fois sur les comportements et sur la technique, à la maille des enjeux des villes et des territoires. Transport, déchets, eau, télécom, technologie de l'information, bâtiments. L'électricité est un élément de solidarité de ces différents secteurs et le sera davantage encore demain. Troisième point, l'électricité précisément doit pouvoir jouer son rôle dans la transition énergétique. Et c'est dans cette perspective que 2 caractéristiques du secteur me paraissent importantes à rappeler. D'abord, c'est une industrie exigeante en capital. C'est vrai pour la production, comme pour les investissements à l'aval et pour la maîtrise de la demande. D'autre part, notre secteur est une industrie du temps long, avec des durées de vie qui se comptent en décennies, tant en production qu'au niveau de la demande, des logements et des équipements industriels. Il faut jusqu'à 10 ans pour mettre en chantier un moyen de production ou une infrastructure de transport. Nous le savons tous, il est parfois utile de le rappeler. C'est un point particulièrement important pour l'électricité où il faut disposer à chaque moment des moyens de production nécessaires pour satisfaire à la demande. Il est de la responsabilité essentielle d'un opérateur comme EDF d'intégrer un éventail de futurs réalistes pour savoir y répondre. Nous devons ainsi être prêts à fournir l'électricité dont le pays aura besoin avec une démographie dynamique, entre 4 et 7 millions de Français en plus en 20 ans selon l'INSEE, et une croissance dont nous souhaitons tous qu'elle soit retrouvée. Prêt à répondre aux besoins aussi, toujours avec des efforts de maîtrise de la demande ambitieux, si on parvient à réindustrialiser le pays et à engager les substitutions efficaces par l'électricité dans les bâtiments, avec les pompes à chaleur par exemple, et dans les transports, par un développement progressif de la mobilité électrique. Dans une telle situation, en effet, il faudra, au-delà du parc existant avec une durée de vie prolongée, de nouveaux moyens de production en quantité tout à fait significative, représentant environ la moitié des besoins actuels de notre pays. À la fois pour le CO2 et pour notre balance commerciale, il est souhaitable que ces moyens soient
du ressort des renouvelables plutôt que du gaz ou du charbon. La question est alors de se mettre en ordre de bataille pour faire baisser leurs coûts et pour parvenir à les concevoir et à les fabriquer dans notre pays. En tout état de cause, la responsabilité d'EDF est d'être prêt, dans ces circonstances, à répondre aux besoins en électricité de la France. Compte tenu de ces deux caractéristiques, les choix d'investissement et les choix technologiques sont donc clés. Il y a un enjeu majeur à prendre les meilleures décisions en termes économiques, en termes d'emploi, en termes d'émission de CO2. À court terme, il paraît important de se mobiliser en particulier sur le pouvoir d'achat et sur l'emploi autour de 5 éléments. Le premier, essentiel, c'est de maîtriser la demande d'énergie, en particulier la rénovation thermique des bâtiments, nous venons d'en parler et je n'y reviens pas. Le second élément, c'est de maintenir une électricité compétitive, facteur décisif pour le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises. La France, je l'ai évoqué, dispose, avec son parc hydraulique et nucléaire, d'une électricité à coût maîtrisé, sans émission de CO2. Elle peut maintenir cet avantage dans la durée par des investissements de maintenance, dont je rappelle qu'ils sont très importants. Dans l'hydraulique, c'est un programme d'entretien et de modernisation massive qui doit nous permettre d'améliorer la performance et la sûreté de nos installations, ainsi que d'accroître la production de cette énergie compétitive, qui est aussi la première des énergies renouvelables électriques en France. Dans le nucléaire, la France dispose d'un parc de production dont le coût moyen de production se situe autour de 50 € le mégawattheure, la Cour des comptes en atteste, soit moins que toutes les autres énergies actuellement disponibles. Elle peut conserver cet avantage dans la durée par des investissements sur les 15 ans qui viennent, créateurs, on l'a vérifié et chiffré, de 50 000 emplois, et qui sont autant d'opportunités de réindustrialisation dans nos territoires et d'emplois qualifiés en France. Troisième élément, développer des filières industrielles des renouvelables pour créer de l'emploi en France et viser l'export là où les ressources en vent et en soleil sont abondantes et où il y a des besoins en nouveaux moyens de production. L'éolien offshore en est un exemple, avec l'appel d'offres lancé par le gouvernement, 7 000 emplois nouveaux, 2 usines à Saint-Nazaire et à Cherbourg et le lancement d'une filière industrielle avec en perspective les marchés britanniques et du nord de l'Europe. Dans le photovoltaïque, nous avons en France des entreprises qui innovent dans un contexte très difficile de concurrence asiatique et de surcapacité mondiale. La procédure d'appel d'offres doit leur permettre de tester ces innovations et de vérifier la pertinence des choix technologiques. À côté de la géothermie, la biomasse, enfin, dispose en France d'un potentiel significatif, tout particulièrement dans le développement de la chaleur renouvelable. Il faut structurer la filière d'approvisionnement pour éviter les importations. Il faut assurer un approvisionnement stable et économique aux installations et permettre une gestion durable de la ressource. Enfin, 2 éléments tout aussi importants et qui illustrent le fait que l'électricité est d'abord un bien essentiel pour la vie et la cité de ses habitants. Accompagner les collectivités locales dans leurs projets énergétiques d'efficacité des bâtiments, d'identification et de valorisation des potentiels de renouvelables locales, en particulier la chaleur renouvelable et le développement des écoquartiers avec les nouvelles mobilités. Cela demande de faire évoluer nos systèmes énergétiques, de trouver de nouvelles articulations entre le global, le national et le local, tout en assurant la solidarité technique et économique entre les territoires. Une solidarité indispensable du fait du rôle décisif de l'électricité dans la performance économique du pays ou notre sécurité d'approvisionnement, comme pour garantir dans les mêmes conditions l'accès de tous à ce bien essentiel. Et second élément, être déterminé dans la lutte contre la précarité énergétique. En 30 ans, la part des dépenses contraintes, logement, énergie, télécom, a plus que doublé pour les ménages les plus modestes, 48% contre 20%, alors qu'elle est restée stable pour les plus aisés, en passant de 20 à 25%. Les ménages ruraux dépensent 2 fois plus pour leur énergie que les ménages en région parisienne. En période de crise ou de précarité économique, nous devons consolider les mécanismes d'aide aux plus démunis dans leurs 3 dimensions, prévention, accompagnement et aide au paiement. Dans le même temps, et comme nos prédécesseurs ont su le faire, sachons préparer l'avenir et s'ouvrir des options pour diversifier le mix et être prêts à répondre aux nouveaux besoins en énergie pour la sortie de crise. Nous avons un rendez-vous d'information à la fois du côté de l'offre comme du côté des usages performants et de l'évolution de nos systèmes électriques et énergétiques.
Du côté de la production, des travaux de recherche sont engagés sur les technologies solaires de nouvelle génération, le photovoltaïque compétitif de demain, les cellules intégrées aux matériaux de construction ou aux véhicules. Sur l'énergie marine, avec les hydroliennes, dont le premier parc sera raccordé au réseau en 2014. Là aussi, une filière où l'on avance avec des emplois 100% européens, 75% français, 50% bretons. Ça ne se cumule pas. À plus long terme, le nucléaire de génération 4, comme les éoliennes flottantes ou la capture de séquestration du carbone, sont autant de voies peut-être prometteuses. Le stockage de l'énergie est bien entendu un sujet majeur. C'est potentiellement là que réside sans doute le changement profond pour nos systèmes électriques. Réduire fortement les coûts du stockage, en particulier par batterie, c'est trouver à terme une solution à l'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque et aux importants surcoûts associés sur les réseaux tels qu'on les voit aujourd'hui en Allemagne. C'est un élément déterminant des réseaux intelligents qui sont testés en de multiples endroits sur le territoire, Lyon, Nice, Corse ou les DOM. Nous devons aussi nous ouvrir des options côté demande pour les nouveaux usages performants de l'électricité. C'est un champ d'action et d'innovation passionnant dans le transport avec l'essor de la mobilité électrique individuelle, collective ou partagée, le développement des systèmes d'aide à la conduite ou à la reconduite automatisée, dans le transport de marchandises ou de passagers avec des démonstrateurs d'autoroutes électriques, pour les camions ou encore pour les avions avec électrification des phases de roulage dans les aéroports pour éviter le bruit, la pollution de l'air et les émissions de CO2. Dans nos maisons, l'électricité doit continuer à apporter le confort, la sécurité, notamment des personnes âgées ou vulnérables, et les moyens de communication qui sont devenus indissociables de notre vie moderne. Je pense au développement des installations de gestion énergétique qui permettront aux consommateurs d'agir sur leur consommation et leur production d'énergie, à la domotique ou encore à la robotique domestique que nous commençons à voir arriver et qui témoignent du potentiel d'innovation encore devant nous dans tous ces domaines. Dans nos quartiers et dans nos villes, enfin, l'éclairage avec détecteurs de présence, la gestion automatisée de production énergétique intégrée au bâtiment, la récupération de chaleur dans les bâtiments ou les data centers, ou encore les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de mer, comme celle que nous avons installée à Cherbourg pour chauffer 1300 logements, dont 1000 logements sociaux. En conclusion, je voudrais simplement vous dire que nous avons en France un capital précieux de compétences. Tous les exemples que je viens de dénoncer le montrent à l'évidence. Des compétences technologiques, mais également des compétences reconnues sur la gestion intégrée des systèmes énergétiques. Il nous appartient de protéger, de promouvoir et de valoriser ce capital en trouvant notre modèle français, c'est-à-dire faire levier sur nos atouts, conserver notre longueur d'avance et créer des filières vraiment gagnantes au service de l'emploi et de la relance industrielle de notre pays. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Proglio, pour cette présentation. Nous allons passer à la partie questions-échanges entre vous-même et la salle, également d'ailleurs avec les internautes, puisque nous sommes en diffusion directe sur notre site, et donc les internautes peuvent poser des questions comme ils l'ont fait lors des auditions précédentes. Je sais qu'il y a également des journalistes dans la salle. Le mieux également de faire comme les fois précédentes, s'ils souhaitent poser des questions à M. Proglio plutôt à la fin de cette audition, si M. Proglio est d'accord. Et donc d'ores et déjà, je donne la parole à qui le souhaite, M. le député Baupin. Le micro arrive. Merci, Monsieur le Président, de cette intervention et de vos propos sur la politique énergétique. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne partage pas complètement l'ensemble du diagnostic que vous posez, et notamment en ce qui concerne ce que vous avez pu indiquer sur la consommation en Allemagne, plutôt les prix en Allemagne que vous avez indiqués. Je pense qu'il serait juste d'ajouter que la consommation des ménages en Allemagne et d'électricité est à peu près 40% plus faible que celle des ménages français, notamment 20% pour l'électricité spécifique, et qu'évidemment, quand on rapporte au prix de la facture, quand on multiplie le tarif par la consommation, on a finalement une facture d'électricité des Allemands qui est à peu près la même que celle des Français. Alors, ceci étant, je voulais plutôt vous interpeller sur la qualité que vous avez indiquée du parc nucléaire français. Et j'avais 3 questions à ce sujet.
La première, c'est qu'il y a 2 jours, l'autorité de sûreté nucléaire a présenté son rapport en disant qu'il estimait que la sûreté nucléaire était globalement assez satisfaisante et que le président de l'autorité de sûreté nucléaire a dit lors de son audition à l'Assemblée nationale que s'il avait eu cette note sur son carnet de notes, il n'aurait pas été très fier. Donc je voulais avoir votre sentiment sur cette appréciation et sur le fait que la disponibilité du parc nucléaire français apparaît en difficulté. Vous aviez fixé l'année dernière un objectif d'indisponibilité de 15%, et à la fin de l'année, on s'est retrouvé à 20%, c'est-à-dire un tiers de plus. Et donc, comment vous jaugez les causes de cette indisponibilité et quel objectif vous fixez dorénavant au parc nucléaire en matière de disponibilité? Ma deuxième question, c'est concernant le débat sur la transition énergétique. Et comme vous le savez, dans notre réflexion, il s'agit de se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, c'est donc de savoir ce qu'on va faire du parc nucléaire français. Certains font l'hypothèse que celui-ci étant amorti, il pourrait être prolongé au-delà de 40 ans. J'ai donc interrogé le président de l'autorité de sûreté nucléaire lors de son audition mardi, et il a indiqué que de toute façon, aucune décision n'était prise. D'ailleurs, aucune décision n'est même prise sur les 30 ans, puisque c'est au cas par cas pour les réacteurs, mais qu'au-delà de 40 ans, de toute façon, le référentiel de sûreté serait au minimum d'atteindre les niveaux de sûreté de la 3e génération de réacteurs. Quand on voit le nombre d'équipements, quelle que soit l'évaluation personnelle que je puisse avoir sur ce réacteur de 3e génération, mais le nombre d'équipements supplémentaires qui sont prévus sur un EPR par rapport au réacteur actuel, et si on doit donc mettre en place le même type, sur des réacteurs existants déjà construits, le même type d'installation de protection, de sûreté sur tous ces réacteurs, combien estimez-vous de réacteurs parmi ceux qui existent aujourd'hui en France qui pourraient être mis à ce niveau? Et donc combien de chutes, en quelque sorte, il faut imaginer sur le parc, et à quel coût? Puisque quand j'ai interrogé Pierre-Franck Chevet sur les 50 milliards, le chiffre qui circule venant d'EDF pour l'opération dite grand carénage, il n'a pas du tout validé ce chiffre et m'a même dit qu'il ne savait pas d'où il venait. Donc je ne sais pas quelle est votre évaluation, mais c'est évidemment, vous le comprendrez, extrêmement important pour nous, dans ce débat, de savoir si la poursuite du fonctionnement du parc nucléaire français se fait à coût nul, à 50 milliards d'euros, à 100, je ne sais pas combien, de milliards d'euros. Est-ce que les chiffres seront aussi en évolution aussi progressive que pour d'autres équipements? C'est des questions qu'on doit se poser dans l'évaluation. Enfin, ma dernière question concerne la centrale de Fessenheim. Le président de la République a fixé un objectif de 50% de nucléaire en 2025 et qui commence par la fermeture du réacteur de Fessenheim. Et comme l'indiquait Francis Rol-Tanguy dans un interview il y a quelques semaines, il est logique que si on veut atteindre ce seuil en 2025, il faille faire une fermeture progressive des réacteurs, et notamment donc de commencer par l'une d'entre elles, enfin une des centrales, c'est-à-dire Fessenheim. Et donc la question qui se pose, et que nous corrobore l'ensemble des acteurs, et notamment l'autorité de sûreté, c'est que si on veut pouvoir fermer cette centrale, il faut qu'à un moment, l'opérateur décide de lancer la réalisation d'un dossier pour demander cette fermeture. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que la réalisation de ce dossier a été lancée et dans quel délai vous imaginez qu'il pourrait être fourni de façon à ce que la procédure puisse atteindre ses objectifs dans les délais qui ont été fixés par le chef de l'État? Merci. Est-ce que vous souhaitez répondre directement à cette triple première question? Oh, je peux répondre directement. Il vaut mieux répondre directement qu'indirectement. Donc je suis directement en désaccord total avec M. Baupin. Ça ne va pas l'étonner ni le surprendre, pas plus que son discours d'ailleurs. On est assez rodé à cet égard, malgré le respect que je lui porte. Je ne suis pas d'accord sur l'Allemagne, je ne suis pas d'accord sur le parc nucléaire, et sur Fessenheim, je vais vous en dire deux mots. Alors je ne suis pas d'accord sur l'Allemagne parce que nos chiffres sont très, très clairs. On ne va pas se livrer un débat sur les chiffres. Ici, ça serait, je trouve, abuser de la patience de chacun d'entre vous, mais les chiffres sont très très clairs. La consommation en Allemagne n'est pas plus efficace qu'en France en termes d'énergie. Alors c'est un mix énergétique qui est différent en Allemagne, et ça ne relève pas du tout d'une mauvaise efficacité de la France. Bien au contraire, les chiffres que j'ai cités sont adossés à des précisions que vous aurez donc faire se doit. Deuxièmement, sur le parc nucléaire. Alors le parc nucléaire français, c'est un atout dont
nous pouvons collectivement nous féliciter, parce qu'il est d'une qualité absolument remarquable, parce qu'il nous donne un atout économique et industriel tout à fait évident, et que je souhaite en rendre hommage à l'ensemble des collaborateurs d'EDF depuis maintenant 60 ans qu'ils ont réalisé cette belle aventure industrielle. Pour autant, nous ne sommes jamais satisfaits de nous-mêmes. Alors le coefficient de disponibilité du parc ne peut pas être comparé à ceux qui existent aux États-Unis, parce que l'usage de notre parc électronucléaire est très différent, et donc j'ai fixé un objectif à 82 ou 83% de coefficient de disponibilité. Il sera atteint. Il est extrêmement élevé pour l'utilisation que fait la France de son parc nucléaire, qui représente, comme vous le savez, l'essentiel de sa consommation d'électricité. Le parc a été entièrement est maintenu dans des conditions extrêmement satisfaisantes de sûreté. C'est la priorité de notre groupe, de tous les instants, de tous les jours, de toutes les minutes. Nous y consacrons tous nos efforts et nous y avons consacré les plus brillants éléments de cette maison. Alors, si on a eu un peu de retard, un peu d'écart sur le coefficient de disponibilité en 2012, ça n'a rien d'inquiétant, après avoir très fortement progressé en 2011, puisque dès lors qu'il y a une progression extrêmement vigoureuse, vous oubliez de la mentionner, et dès là qu'il y a un écart légèrement négatif, vous vous précipitez pour le dénoncer. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Non, 5 points. Pas du tout. Pas du tout. Par rapport à l'année dernière, je vous dis. Je ne parle pas par rapport à l'objectif, je dis par rapport en évolution de performance. Soyons honnêtes. Et par conséquent, on a eu en 2012 plus de grands arrêts de maintenance qu'il n'était prévu, et deuxièmement, des retards dans la remise en route de certains réacteurs, puisque post-Fukushima, les maintenances lourdes de nos réacteurs en période d'arrêt ont été renforcées. Les options de sûreté qui sont associées à ces travaux de maintenance ont été notablement renforcées, et que par conséquent on a eu de petits décalages de l'ordre de 8 jours dans la remise en route des réacteurs, non pas pour des raisons techniques, mais des raisons d'amélioration des sûretés qui sont la conséquence des évolutions de normes tout à fait naturelles exigées par les autorités de sûreté. Quel drame! Bon. Et donc en 2013, nous allons de nouveau progresser. Vous ne l'avez pas mentionné, je vous le rappelle, mais vous lisez la presse et vous le savez, on n'a pas fait de cocorico, on a battu un nouveau record de coefficient de disponibilité d'hiver, parce que c'est l'hiver que le coefficient de disponibilité est économiquement le plus important au cours de cet hiver. Bon. Mais ceci n'entraîne aucune réaction de votre part, bien entendu, mais je ne vous en paie pas grief. Donc voilà, on est notre parc nucléaire. Il répond aux normes de sûreté les plus exigeantes, dont l'autorité de sûreté n'est pas reconnue comme étant la plus laxiste du monde, et nos réacteurs ne peuvent fonctionner que dès lors qu'ils ont l'autorisation de l'ASN. A fortiori lorsqu'il s'agit de visite décennale, c'est-à-dire où nous avons les autorisations d'étendre la durée de vie. Alors je passe à Fessenheim. Alors quelle est la durée de vie potentielle de notre parc nucléaire? Nous en discuterons, nous avons des convictions, nous les partageons, et nous ne ferons que ce qui est évidemment dans les normes de sûreté les plus exigeantes et qui correspondra aux normes de sûreté les plus exigeantes de notre pays, comme des normes internationales. Donc j'ai la conviction que le parc nucléaire français a une durée de vie potentielle significative et pas limitée aux 30 ou 40 ans que vous souhaiteriez. Et il appartient à nous tous de nous forger une opinion. J'ai la mienne, je la défendrai. Et évidemment, c'est au niveau des autorités de sûreté que ce sujet sera traité. Sur le sujet de Fessenheim, eh bien, Fessenheim est une centrale qui a peut-être 6 mois de plus que la deuxième plus ancienne, qui a passé avec succès sa visite décennale, sa 3e décennale pour le réacteur numéro 1, ainsi que pour le réacteur numéro 2, et qui a donc les autorisations de l'autorité de sûreté pour fonctionner 10 ans de plus dans le cadre de la réglementation qui prévoit que l'autorité de sûreté donne des extensions de durée de vie 10 ans par 10 ans. Fessenheim est aux normes, l'ensemble des travaux de sûreté ont été réalisés, la modernisation de la centrale est faite, et elle est donc parfaitement habilitée à continuer son travail. Maintenant, l'autre sujet, c'est celui d'une décision politique qui a été annoncée, qui sera vraisemblablement prise, et nous respecterons les lois de ce pays. Nous avons déjà eu plusieurs discussions dans ce sens
avec la ministre, et nous en aurons d'autres, j'en suis convaincu, en toute transparence et en toute, je dirais, sérénité. Voilà ce que je peux dire sur Fessenheim. Si des analyses, des travaux, des discussions doivent avoir lieu entre techniciens, elles ont lieu. Il n'y a aucun mystère là-dessus, mais je ne veux pas faire état de ces discussions, parce que ça n'est ni le lieu ni l'instant. Mais voilà ce que je pouvais dire sur Fessenheim. Voilà ma réponse aux questions. Merci infiniment. Après une première triple question, je vais peut-être prendre une salve de plusieurs questions. Alors, Madame Bringot a levé le doigt. Avant de passer la parole à Madame Bringot, je regarde Jean Jouzel. Oui. Et le monsieur à droite de Madame Bringot, pour moi, c'est-à-dire à sa gauche. Donc Madame Bringot, ensuite Jean Jouzel et ensuite vous, monsieur. Bonjour, Anne Bringot, je coordonne le travail des ONG et associations de protection de l'environnement dans le cadre du débat. Alors je ne vais pas vous faciliter le travail, monsieur Val, mais j'ai aussi une triple question, donc j'espère que ça ne va pas être trop long. Je n'ai pas voulu copier sur Denis Baupin. Tout d'abord, sur l'Allemagne, je ne vais pas rentrer non plus dans un débat de chiffres. Vous avez indiqué qu'il y a une consommation d'électricité par ménage qui est inférieure, parce qu'il y a effectivement moins de chauffage électrique. Mais si on regarde uniquement l'électricité spécifique, donc hors chauffage et hors eau chaude sanitaire, un Allemand consomme 27% d'électricité en moins qu'un Français. C'est donc probablement qu'il y a eu des politiques menées de manière moins ambitieuse pour réduire la consommation d'électricité en France. Et ce qui effectivement conforte l'argument de M. Baupin sur la facture, qu'il faut regarder, non pas uniquement le prix unitaire de l'électricité. Première question sur le coût d'un accident nucléaire. Une étude a été publiée récemment par l'IRSN qui parle de centaines de milliards d'euros en cas d'accident grave. Or, EDF est dans l'obligation de provisionner 91 millions d'euros. Il y a un décalage entre ces deux sommes qui est énorme, alors que Claude-André Lacoste, l'ancien président de l'autorité de sûreté nucléaire, indiquait que nul ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'accident nucléaire en France. Donc, que pensez-vous de ce décalage entre ces centaines de milliards d'euros et ces 91 millions ? Deuxième question sur les coûts des investissements pour les extensions de vie des centrales. Vous avancez un chiffre de 55 milliards d'euros pour les coûts post-Fukushima. Or, entre 2004 et 2011, les chiffres sont passés de 400 millions par réacteur à 900 millions, sans le post-Fukushima. Et on sait que les prescriptions post-Fukushima ne sont pas encore définies et que les standards de sûreté du post-40 ans ne sont pas encore définis non plus par l'ASN, puisqu'elles le seront en janvier 2015. Donc, sur quelle base avez-vous fait cette évaluation des 55 milliards d'euros ? Et avez-vous commencé ou avez-vous une idée des estimations après 2025 ? Et ma dernière question concerne les fermetures de réacteurs. Donc on a parlé de Fessenheim, mais on sait que de nombreuses centrales arriveront à 40 ans de vie d'ici à 2027. On sait aussi qu'on a un engagement du président de la République de baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité. On sait aussi que Madame la ministre s'est exprimée sur une baisse de la consommation d'énergie de 50% d'ici à 2050. Tout cela nous amène à penser qu'il faudrait... Voilà, on n'aura par ailleurs pas de construction de nouvelles EPR d'ici à 2017. Donc on peut supposer qu'il y aura d'autres fermetures de réacteurs d'ici 2025. N'est-ce pas de votre responsabilité de commencer à anticiper et peut-être mettre des critères pour lister les réacteurs à fermer en priorité, pour anticiper justement sur les impacts sociaux qui ne sont évidemment pas à négliger et prévoir les transitions professionnelles. Merci. Alors peut-être directement le voisin d'Anne Bringot sera plus simple pour le micro et ensuite Jean. Merci. Daniel Ballon, je suis directeur adjoint de la FNCCR et je participe au groupe de travail numéro 1 du débat sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Et je voudrais me faire l'écho de préoccupations qui ont été émises par un certain nombre d'acteurs de ce groupe de travail, notamment quant à l'efficacité que pourrait avoir le compteur Linky pour la maîtrise des consommations d'énergie des consommateurs. Et également au vu notamment de son coût, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il fallait prioriser les investissements en fonction de leur efficacité énergétique. Donc je souhaiterais savoir quelle est votre position par rapport aux perspectives de déploiement et aux conditions dans lesquelles ce déploiement doit se
produire pour pouvoir permettre justement des améliorations de l'efficacité énergétique auprès des consommateurs. Merci Jean. Jouzel. Merci Thierry. Oui, simplement, oui. Quelle est votre vision d'une véritable politique européenne de l'énergie qui, moi, me semble indispensable si on veut aborder le problème du réchauffement climatique? Merci. Question brève, réponse peut-être un peu moins, effectivement. Monsieur Pollio. Pour prendre rendez-vous avec monsieur Jouzel, parce que là, on peut discuter, mais je vais y revenir. Bon, je ne veux pas répondre à des polémiques par des polémiques, donc je ne polémiquerai pas sur le coût d'un accident nucléaire, la disparition de la France, le tsunami en Alsace, etc., qui relève, je dirais, de l'irrationnel. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que le parc soit sûr. C'est pas d'imaginer des hypothèses qui ne le soient pas. Bon, après, le problème de responsabilité, d'assurance, etc., c'est un sujet qui est évidemment traité en accord avec les réglementations, les pouvoirs publics, etc. Donc, quant au coût sur les investissements, vous mélangez habilement les investissements de rénovation du parc, le post-Fukushima, c'est comme si le post-Fukushima représentait la totalité, et c'est un salmigondi de chiffres, de dates, sans je dirais, véritable cohérence. Donc je ne perdrai pas trop de temps à répondre de façon précise à une question qui était volontairement, je crois, confuse. Vous pouvez rire. Oui, vous clarifiera ce que vous voulez, mais si vous voulez qu'on en débatte, on en débattra. Mais je ne veux pas embêter tout le monde sur des questions, encore une fois, qu'est-ce qui intéresse tout le monde? La réponse sur quoi, monsieur? Le coût... Je l'ai donné. Mais le contexte pour Fukushima, on y est. Donc c'est pas un contexte. Arrêtons de parler de Fukushima. On est dans un contexte où les normes de sûreté ont été renforcées. J'ai dit, je le répète, ça n'est pas un chiffre comptable, c'est une estimation, que l'investissement à réaliser sur le parc nucléaire serait de l'ordre de 55 milliards d'euros. Je l'ai dit. Et ça s'est adossé à des investissements, à des techniques, etc. Ça a été fait. Et au point qu'on me pose la question de savoir si je confirme ce chiffre. Voilà. Donc voilà, mais c'est sans aucune polémique. C'est une réponse claire à une question claire. Bon. Mais ce n'est pas post-Fukushima, c'est l'investissement industriel sur un parc industriel qui intègre les normes de sûreté, c'est-à-dire les exigences techniques que cette activité implique. Et donc sur la durée de vie des réacteurs, on ne peut pas vouloir tout et le contraire de tout. Si on fait un investissement, c'est pour une durée, c'est pour être amorti sur une durée. Donc on ne peut pas spéculer sur le fait qu'on va faire des investissements et en même temps arrêter les réacteurs sur lesquels on vient d'investir. Donc il paraît assez légitime que n'importe quel individu d'un minimum de bon sens raisonne en termes d'investissement et de durée de vie. Donc nous aurons ces discussions-là, calmement, sereinement, réacteur par réacteur, naturellement avec l'autorité de sûreté, naturellement avec l'ensemble des autorités compétentes. Sur Linky, alors on change tout à fait de sujet. Linky, c'est le compteur intelligent, c'est un outil destiné à améliorer l'efficacité énergétique, puisque le compteur et le réseau fait partie du système électrique, et une partie de l'efficacité du système passera par le réseau. C'est la raison pour laquelle il faut ajouter de l'intelligence au réseau, de manière à ce que, de façon interactive, il permette d'accroître l'efficacité énergétique. Linky est un projet, enfin une terminologie qui a été adoptée pour qualifier, ou pour dénommer le compteur dit intelligent qui rentrera dans la logique. C'est un des éléments du réseau intelligent de demain. Mais effectivement, il permet une interactivité d'une part, et d'autre part, un développement de la domotique qui permettra demain non seulement d'améliorer l'efficacité énergétique, mais de développer de nouveaux usages qui permettront, là aussi, une meilleure efficacité globale du système énergétique électrique français. Alors c'est un sujet important, on en a beaucoup discuté, on a mis au point... Il y a là 3 étapes à franchir aujourd'hui. La première de ces étapes, c'est l'étape de la validation de la technologie.
Cette étape est pratiquement franchie, puisque la démonstration a été faite par les 3 tests qui ont été réalisés sur 300 000 compteurs, comme vous le savez, sur 3 sites pilotes, dont le retour d'expérience permet aujourd'hui de valider, et avec des améliorations qui ont été apportées au projet à la suite de ces expériences pilotes. Mais il y a une différence entre 300 000 compteurs tests et 35 millions de compteurs à poser. Bon. L'un des sujets posés étant le fait que pour l'instant seule la génération 1, génération 1 est aujourd'hui disponible, et qu'on anticipe déjà le développement de la génération 3, et que le souci du groupe n'est pas de faire un investissement qui mésestime les évolutions technologiques. Donc on en a parlé avec la ministre il y a très peu de temps, et un plan d'action est prévu qui tire, je dirais, les éléments de conséquences industrielles des retours à la fois de la dimension de l'analyse technique qui a été faite du projet et de la validation des technologies mises en place, et deuxièmement du projet d'extension, de généralisation aux 35 millions de compteurs. Ça se fera par étapes, et le processus de validation de ces étapes est en cours. Il devrait voir le jour à une date relativement proche. Deuxième sujet, c'est le sujet du coût, l'investissement et du coût. C'est un investissement important qui sera compris entre 5 et 7 milliards. C'est donc un investissement significatif. Deuxièmement, c'est un investissement qui doit être réalisé, c'est notre souci, sans que le poids pour le consommateur soit significatif. Et si possible, sans coût pour le consommateur. Alors ça veut dire quoi ? Que j'ai demandé un plan, un business plan, un plan d'action, qui fasse que, sur la durée de vie d'amortissement de cet investissement, on puisse essayer de faire en sorte, je dois valider encore ce processus, que les économies réalisées, qu'il s'agisse d'économies en coût de relève, puisqu'elle sera automatique, qu'il s'agisse d'amélioration en matière de diminution, soyons brutaux, de la fraude, ou qu'il s'agisse de produits à valeur ajoutée qui peuvent être, sur la base du volontariat, développés auprès de la clientèle, permettent d'avoir un compte de résultat équilibré qui ferait en sorte que cet investissement soit autoporteur et ne pèse pas sur la facture de nos consommateurs. Ça donnera une meilleure efficacité globale au système. Et si cet investissement répond à ces critères, je pense qu'on pourra tous s'en féliciter. C'est ça mon objectif. Troisièmement, il faudra, vis-à-vis, vous savez que j'ai eu cette discussion avec la FNCCR en particulier, que nous réajustions, que nous adaptions le schéma contractuel. Puisque la réglementation française fait que, pardon de rentrer dans le détail, mais le compteur appartient au réseau et non pas au producteur. C'est l'inverse de la Grande-Bretagne, donc c'est dire que les schémas peuvent s'inverser. Ça n'est pas une vérité absolue, c'est une doctrine française. À partir du moment où le compteur appartient au réseau, il appartient par conséquent au concédant, mais c'est au concessionnaire qu'il revient de faire l'investissement. Et donc assez naturel que le contrat en tienne compte, c'est un bien de retour en termes juridiques, et donc il faut qu'on s'assure du fait que le contrat le prévoit de manière à ce que toute évolution contractuelle puisse en tenir compte. Voilà les étapes à franchir. Dernière étape, ça sera sur le financement, pour adapter les financements et faire en sorte que, comme toute entreprise, nous puissions porter ces 6 milliards d'investissements de manière efficace. Voilà les étapes qui nous restent à valider. Bien entendu, nombre de ces aspects sont déjà traités. On en a longuement parlé avec les responsables de la FNCCR, comme vous le savez. Je comprends, je dirais, la volonté à la fois des élus locaux, de la FNCCR, des concédants, mais également des pouvoirs publics, de voir se déployer ce nouvel outil, qui est un outil d'amélioration et d'efficacité. J'entends que ce sujet soit traité, et on en a parlé avec la ministre, encore une fois, une date plus que récente, dans les meilleurs délais, c'est-à-dire d'ici l'été. Voilà. Et on va essayer de faire en sorte que ce sujet soit traité au mieux des intérêts de toutes les parties prenantes. Voilà sur le compteur liquide. Alors oui.
Monsieur Jouzel, c'est un constat qu'il n'y ait pas de politique européenne. Chaque pays a sa politique. Bon. Et je peux constater, alors c'est pas un parti pris, qu'aucune politique n'est vraiment convergente avec celle du voisin. Et le dire est quand même le minimum. Nombre de nos voisins européens ont des émissions de CO2, dont je rappelle qu'elles sont infiniment plus importantes que nous, d'une part, on fait des arbitrages techniques très importants, d'autre part, ont une dépendance énergétique extrêmement forte. Enfin, je rappelle que dans les critères, la notion d'indépendance énergétique fait partie des options à prendre. Bon, la France a voulu se doter d'une indépendance énergétique, c'est-à-dire a voulu, à l'époque du premier choc pétrolier, éviter d'être totalement sous la dépendance à la fois économique et géostratégique de ses approvisionnements en énergie primaire, en tout cas pour ce qui concerne l'électricité. On a vu qu'il n'en est pas de même pour les autres applications, avec les conséquences que ça a sur les déficits commerciaux et budgétaires. Donc, quand je regarde les orientations qui ont été prises, par exemple, comme un pays comme la Grande-Bretagne récemment, qui, au moment où elle voit disparaître les ressources de mer du Nord, de gaz et de pétrole, ou s'épuiser, qui fait le choix du nucléaire pour ces deux raisons, à la fois de compétitivité économique et d'indépendance énergétique, on voit que les arbitrages se font dans des considérations qui tiennent d'abord à la politique de chaque pays. Et c'est respectable. Bon. Une fois que ces arbitrages sont faits, encore, on pourrait rêver à ce que ces arbitrages se fassent en convergence, ou au moins en concertation. Ça n'est pas le cas. Mais une fois qu'ils sont faits, les conséquences en sont tirées sans aucune concertation non plus. Ni en matière de niveau d'approvisionnement ou de type d'approvisionnement. On voit à quel point la dépendance énergétique et où le levier que représente l'énergie sur la géostratégie est important. Il va sans dire que certains pays très largement exportateurs d'énergie primaire, je ne les cite pas, en utilisent l'effet pour avoir un rapport de force, disons-le, avec les pays consommateurs. On voit aussi que les sujets d'infrastructure, qu'elles soient fixes ou qu'elles soient mobiles, je pense aux tuyaux d'une part, ou aux approvisionnements en gaz liquéfié de l'autre, ou en pétrole, conduisent à des décisions extrêmement importantes, très coûteuses en infrastructure, et dont on pourrait imaginer qu'elles soient concertées au niveau européen. On voit aussi qu'en matière de politique extérieure ou de géostratégie, cette concertation pourrait avoir du sens. Tous ces sujets, ils sont non seulement importants au regard d'une vision, encore une fois, géopolitique, qui pourrait intéresser l'ensemble de l'Union européenne, mais là, je dépasse, je dirais, la responsabilité, ou j'ai l'audace d'empiéter sur un domaine qui n'est pas le mien, mais ça a aussi d'énormes conséquences en matière industrielle et en matière d'emploi. Et s'il pouvait y avoir, encore une fois, une réflexion, une concertation, au niveau au moins des grands pays qui constituent l'Union européenne, sans parler des petits pays qui, eux, n'ont pas la même liberté d'action, je pense qu'il pourrait en être, les conclusions pourraient en être très positives en matière industrielle, en matière d'emploi, en matière de dynamisme économique, en matière de croissance et en matière d'indépendance énergétique. Voilà la raison pour laquelle je serais plutôt partisan d'une concertation et d'une politique européenne en matière d'énergie. Mais je vous rejoins là-dessus, c'est un vœu. Merci beaucoup. Je vais poursuivre. Il y a un monsieur au fond qui demande la parole. Devant aussi, 3-4. Je vais en profiter pour vous poser 3 questions d'internautes, mais qui rejoignent pour une d'entre elles une des questions posées, je crois. La première, les producteurs comme EDF n'ont pas d'intérêt à la réduction de la consommation d'énergie. Des maisons bien isolées n'ont plus besoin d'énergie. Et la réduction des dépenses énergétiques aurait pu débloquer du pouvoir d'achat. Comment EDF pourrait-elle contribuer à une transition énergétique qui nuirait à ses propres intérêts? Deuxième question, que pensez-vous de l'RT 2012 en termes d'évolution de la consommation énergétique des bâtiments? Troisième question, l'un des problèmes de l'énergie électrique aujourd'hui est le manque de régulation entre l'offre et la demande, qui voit des centrales à vide l'été et le rallumage pendant l'hiver des bonnes vieilles centrales thermiques. Un mix entre ENR à petite échelle, autoconsommation, pour baisser la demande,
Et un parc de batteries électriques pour réguler la demande sur la journée permettrait-elle de ne tourner qu'au nucléaire sans toutes ces centrales fortement émettrices de CO2? C'est la troisième question. Je vous laisse y réfléchir. Monsieur au fond, et ensuite on continue. J'ai noté Bruno aussi. Bonjour, Nicolas Imbert, Green Cross France et Territoires. On sait que la France est particulièrement bien lotie en façade littorale, ce qui permet de développer très fortement les énergies marines et les énergies renouvelables en mer. Il existe des projets éoliens offshore sur lesquels je ne reviendrai pas, sur lesquels EDF est particulièrement positionné. J'ai personnellement un petit peu plus de mal à décrypter votre politique par rapport aux énergies marines, alors qu'on se rend compte que d'une part, il y a un très fort enjeu d'emploi, de valeur ajoutée, de compétitivité sur les territoires autour des énergies marines et aussi autour du renouvelable en mer, peut-être un petit peu plus diffus, et qu'on se rend compte également que l'Afrique du Sud, que l'Écosse sont en train d'avoir des politiques particulièrement ambitieuses pour innover durablement dans le secteur et pour atteindre des objectifs et de coûts et de contrepartie locale de valeur ajoutée sur le territoire, de création d'emplois autour d'un fabricant d'énergie qui soit extrêmement importante. Merci beaucoup. Allez-y. Je ne sais pas si le micro arrive. Sonia Lioré, France Énergie Éolienne. Deux questions. La première, c'est alors bien sûr, on connaît votre implication dans l'éolien offshore, vous êtes aussi impliqué dans l'éolien terrestre. Je ne vous ai pas entendu vous exprimer sur l'éolien terrestre. Vous l'avez fait sur le photovoltaïque, donc j'aurais voulu avoir aussi votre avis sur les potentiels de l'éolien terrestre pour le mix électrique français, notamment au regard de sa compétitivité très forte sur les nouvelles capacités de production. La deuxième question, vous avez parlé aussi du coût de l'intermittence. On vient de conduire une étude en fait sur... Je n'en ai pas parlé, mais vous avez raison. Ah, j'avais compris, j'avais entendu ça dans les prochaines R&D. Donc sur les coûts de l'intermittence, on vient de conduire une étude justement montrant que la production éolienne en fait était parfaitement en phase, enfin en hiver, alors, au moment où on a nos pics de consommation, et qu'on a fait en fait une contribution positive à la pointe, à la gestion de la pointe. Et donc voilà, mais en fait c'est vrai que du coup, si vous n'étiez pas sur la gestion intermittente, mais je veux bien vous entendre aussi en effet sur ce sujet-là, d'intérêt pour nous. C'est juste le micro devant à Bruno Rebel qui souhaitait poser une question. J'ai vu une main là, une deuxième à droite, et ensuite ça passe 7 questions pour M. Fabio, qui inclut les 3 des intervenants. En espérant qu'aucune ne se perde en route, bien sûr. Je voulais revenir au concept même de transition énergétique. Et l'idée de transition énergétique, c'est effectivement a priori de changer de modèle quand même un petit peu. Dans l'exercice que nous avons fait avec le Conseil national du débat sur la transition énergétique, nous avons demandé à l'ensemble des acteurs de définir les critères selon lesquels il serait intéressant de juger des trajectoires. Et de manière assez consensuelle, même je pourrais dire très consensuelle, un critère est revenu comme un des points importants de jugement, qui est celui de la résilience. De proposer une politique énergétique qui permette effectivement d'encaisser les chocs de quelque ordre qu'ils soient. Or, on se rend compte qu'effectivement, un des éléments de résilience, c'est la diversification. Donc, je vais faire en sorte que ma question ne soit pas alambiquée pour que vous puissiez y répondre clairement. On est revenu tout à l'heure sur le chiffre de la prolongation, du coût de la prolongation du parc de centrales, et je reprends votre propre chiffre de 55 milliards d'euros. Quelle part de cet investissement vous seriez prêt à réorienter vers une diversification significative de l'offre, notamment d'électricité, de façon justement à mettre en œuvre un système de production d'électricité qui soit plus résilient, parce que plus diversifié, plus largement diversifié? Merci. Si tu peux faire passer ton micro, monsieur, voilà, juste là. J'ai mal au dos. Alain Bisset à Foc National. J'ai deux choses très rapidement, je sais qu'on n'a plus par le temps. La première, c'est, si j'ai bien compris, Monsieur le Président, le compteur Linky devrait être gratuit, entre guillemets, reviendrait à 0 € pour le consommateur. Je pense que c'est une bonne chose. Puisque j'ai deux casquettes, la casquette du consommateur, mais aussi de locataire. Donc voilà, c'est la première des choses. L'autre chose, l'audition porte sur la précarité énergétique. Et je pense qu'il faut que... Enfin,
Voilà. Non, bien sûr. Il faut qu'on insiste quand même sur l'aspect des choses qui est que la réalité aujourd'hui, c'est que la démarche devrait être plutôt préventive et curative. Or, aujourd'hui, très souvent, la lutte contre la précarité énergétique, elle est plutôt, comment dire ça, enfin, elle consiste principalement à compenser les difficultés de paiement des factures des ménages à faible revenu, et sans qu'il y ait une démarche visant à identifier et, je dirais, à faire disparaître une éventuelle surconsommation d'énergie qui devrait être pourtant la priorité. Alors, sans rentrer dans le débat droite qu'on a eu déjà pas mal de temps, qu'en pensez-vous? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. J'avais vu une autre main se lever du côté droit. Voilà, allez-y. Et ensuite, monsieur Poglio va répondre à cette salve importante. Bonsoir, Franck Charton, je suis le secrétaire du CLE, qui est une association de consommateurs d'électricité. Merci, monsieur Val, pour votre invitation. Une question autour du prix de l'électricité. En deux temps, quelle est votre vision, monsieur le Président, sur l'évolution de la CSPE et quelles sont pour vous les conséquences à attendre sur la CSPE du financement de la transition écologique? Et le deuxième point, quelle est votre vision sur les futurs coûts de l'Arenh et notamment leur mode de calcul par la CRE? Je vous remercie. Technique. Mais allez-y. Allez-y. Donc vous avez sur les énergies marines, sur l'éolien terrestre, sur l'intermittence, sur les 55 milliards d'investissements prévus et la résilience, sur Linky, sur l'action préventive, sur la CSPE, sur l'Arenh, plus les 3 questions des internautes. Ce qui me frappe dans ce genre de débat, enfin dès lors qu'on parle d'électricité, c'est la précision. Et je pense aux nos pauvres concitoyens, s'ils assistaient à ce débat sur la définition de l'évolution de l'Arenh par la CRE, vous voyez, ça doit passionner les foules. Franchement, il doit falloir... Non, mais c'est important, mais il doit falloir une petite explication de texte à chaque... Mais comme on est entre initiés, là, on peut se répondre. Donc je vais répondre quand même à votre question. Sur les questions des internautes, j'avais noté une question sur, au fond, l'éternel débat, est-ce que EDF, qui est un producteur, est le meilleur acteur possible en matière d'optimisation énergétique ou d'économie d'énergie? Enfin, je résume ce que j'ai compris de la question. C'est, je crois, un angle de vision qui nous ramène à la vraie question. Qu'est-ce qu'est une entreprise comme EDF? Et quelle est la stratégie de cette entreprise? Et au fond, et sans faire aucune polémique, hein, mais et sans langue de bois, parce que je ne suis pas non plus habitué à être un grand diplomate, EDF, c'est d'abord un opérateur de service public. Et si on oublie ça, on oublie tout. Parce que sinon, si on était un équipementier, si on était un vendeur d'énergie, si on était un développeur de matériel, alors je vous dirais, Linky, je vais le vendre cher, et puis je voudrais accroître les consommations, et puis je voudrais, etc. C'est pas du tout le débat, c'est pas du tout la stratégie, c'est pas du tout l'angle de vision. Et si EDF est un peu original parmi, je dirais, le monde des électriciens ou le monde des énergéticiens, c'est qu'elle est restée fidèle à ses valeurs de service public. Alors, ça n'est pas le gage d'un manque de compétitivité, ça n'est pas le gage d'un manque d'ambition, c'est encore moins le gage d'un manque de respect pour nos actionnaires. Parce qu'on est en train de prouver qu'en étant opérateur de service public, donc un des acteurs de l'optimisation, de l'efficacité, etc., on dégage des résultats parce qu'on est un acteur économique de première nécessité ou de première grandeur. Et si on est le premier électricien mondial, et vous verrez demain que les résultats du groupe continueront à s'améliorer, même si on est un acteur important des économies d'énergie. Bon, il n'y a aucune contradiction en cela. Pourquoi? Parce que notre valeur, on la tire d'ailleurs, on la tire de l'optimisation d'un système. Et c'est là où je voudrais, alors qu'on revienne peut-être aussi sur la politique européenne ou sur les réglementations, quand on dit on va déréguler, on va appeler à la concurrence, etc. Moi, je suis pour la concurrence, parce que par définition, quand on est ambitieux, on veut conquérir des marchés, on ne peut pas conquérir des marchés ailleurs si on n'accepte pas la concurrence chez soi. Dont acte. Mais dès lors qu'on découpe en tranches un système intégré, on perd de l'efficacité. Quand on découpe les réseaux et qu'on les répartit, qu'il n'y a plus aucune connexion entre les réseaux et l'amont et l'aval du cycle, on perd en efficacité, on perd la logique de l'optimisation, on perd la notion de service public. J'ai la prétention de dire qu'EDF est le seul acteur intégré qui résiste
aujourd'hui dans un monde où tous les autres se sont transformés en investisseurs en IPP, Independent Power Producers. On a des gens qui investissent dans des capacités de production, qui optimisent leurs capacités de production partout dans le monde et qui sont des groupes financiers à vocation industrielle du fait de la particularité des installations qu'ils réalisent, mais qui sont des groupes de production, qui ne sont pas des opérateurs de services publics. Nous avons cette spécialité, nous la garderons, parce que c'est la stratégie que j'ai voulu réaffirmer chez EDF. Donc, nous serons un acteur important des économies d'énergie, de l'optimisation énergétique. Donc, et ça relance, ça répond, ça renvoie sur le sujet. Moi, si demain je dois faire évoluer le tarif, je ne veux pas que cette évolution du tarif soit provoquée par la vente de produits ou d'augmentation, etc., mais par l'efficacité du service que nous rendons. Et je veux consacrer l'essentiel de la flexibilité qu'on peut attendre des évolutions tarifaires à faire en sorte de rendre un meilleur service au meilleur coût, en faisant en sorte d'accroître la compétitivité de la France par rapport à tous ses concurrents. Voilà. Donc, c'est philosophique, je pourrais l'adosser à des démonstrations techniques. Voilà ce que je voulais dire à notre internaute, parce que c'est très important, sinon on ne comprend pas ce qu'est EDF. Sur le sujet ensuite, énergie marine, oui. Ou les énergies nouvelles, au sens large. Bon. On a beaucoup de frontières maritimes, la mer est certainement une des sources d'énergie très importantes, et EDF est aux avant-postes en matière d'énergie marine, provenant de la mer. Bon. Alors on fait des expérimentations importantes. Alors d'abord, n'oublions pas que nous avons de vieilles expérimentations. On est en train de rénover complètement l'usine marémotrice de la Rance. Bon. Alors ça a été une initiative du général de Gaulle. Rendons hommage à son auteur, mais c'est EDF qui l'a réalisé. Et au fond, ce qui était à l'époque un rêve ou une prouesse technologique relevait d'un sens de la pertinence en matière d'utilisation des énergies marines qui sera développé partout. On a des projets en matière, aujourd'hui, évidemment à l'international, en matière d'applications de ce type, qui nous permettront d'être là aussi en avant-garde. On a une expérimentation. On est très en avance sur les hydroliennes, c'est-à-dire l'utilisation des courants dans la production d'énergie. On est en train de réaliser une expérimentation actuellement au large de la Bretagne. On disposera du premier parc d'hydroliens existant en Europe et vraisemblablement dans le monde. Et donc, dire qu'on n'a pas d'ambition dans ce domaine relèverait d'une mauvaise vision, connaissance ou reconnaissance. Donc, je ne vous fais pas ce grief. Et puis, nous développons aussi des expérimentations et des recherches sur l'utilisation des chocs thermiques, des différences de température dans les sources d'énergie provenant de chocs de température sur les plus grandes profondeurs. On a beaucoup d'expérimentations. Nous disposons du premier centre de recherche existant au monde en matière d'électricité. Nous allons le renforcer. Nous avons un nouveau centre de recherche qui s'implante sur le plateau de Saclay. Les travaux ont commencé cet été. Nous serons un des grands acteurs de la technopole de Saclay avec notre centre de recherche et notre centre de formation. Donc n'oublions pas qu'EDF, c'est d'abord une entreprise qui repose sur deux plateformes essentielles, à mes yeux fondamentales parce qu'elles portent l'avenir du groupe. C'est d'une part la recherche et d'autre part son centre de formation, parce que c'est dans les technologies et dans la compétence de nos équipes que nous allons construire, ou sur ces deux plateformes que nous allons construire l'EDF de demain et l'avenir de ce formidable groupe. Donc n'ayez crainte, nous développons toutes les énergies marines et toutes les énergies terrestres. Il m'est arrivé de devoir répondre à une question volontairement malicieuse ou parfois malveillante. Comment se fait-il que vous ayez racheté une entreprise dans le domaine de la technologie photovoltaïque qui s'appelait Photowatt à l'époque? Bon. Et bien, la réponse est simple. C'était la seule technologie qui restait en Europe en matière de technologie photovoltaïque. La seule, il n'y en a pas d'autre. Bon, alors qu'après, on parle d'homojonction, d'hétérojonction, et il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Mais en tout cas, si on veut développer une industrie européenne et rester parmi les acteurs mondiaux d'origine européenne, et pourquoi pas française, puisqu'on est entre nous ici,
dans le domaine du photovoltaïque, encore fallait-il disposer des technologies et ne pas les laisser tomber dans le domaine commun parce que l'entreprise était en train de déposer son bilan. C'est vrai que j'ai pris cette décision, c'est vrai qu'elle n'était pas facile à prendre parce que ça ne tombait pas sous le bon sens financier immédiat, mais je ne le regrette pas et je l'assume. Et nous y travaillons énormément et nous avons vraisemblablement des perspectives de réussite. Elles seront encore difficiles parce qu'il faudra encore améliorer les technologies, elles ne sont pas encore totalement au point. Mais nous ne nous plaignons pas de voir toutes les technologies s'évader vers l'Asie si nous ne faisons pas l'effort nécessaire pour les capter et les développer et les utiliser. Ça, c'est la responsabilité d'un opérateur majeur et d'un opérateur conscient et responsable. Et si on veut développer l'industrie et l'emploi, c'est pas sans les technologies qu'on la fera et c'est pas sans la création de compétences. Donc il faut ces deux outils-là et ces deux outils sont ceux que nous développons. Donc n'ayez crainte, nous serons aux avant-postes dans toutes ces technologies. Alors, c'est vrai qu'on n'utilisera pas de la même manière parce que rationnellement, en tant qu'opérateur de service public, il n'est pas cohérent de développer le photovoltaïque partout dans le monde de la même manière. Parce qu'il se trouve que géographiquement, les conditions de vie et les conditions d'ensoleillement ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Et que quand on regarde, comme vous le dira beaucoup plus savamment que moi, Jean-Paul Bout, ici présent, qui est le directeur de la stratégie d'EDF, quand on regarde ce qui se passe, où l'ensoleillement en Californie du Sud, où il y a 2,5 fois plus de soleil qu'en France, et que les pointes de consommation sont en milieu de journée, parce que c'est là où on tire le plus sur la clim, évidemment, l'efficacité du photovoltaïque où la compétitivité du photovoltaïque est beaucoup plus facilement accessible que lorsqu'il s'agit de l'utiliser en France, où les pointes de consommation sont la nuit, l'hiver, et où il y a peu d'ensoleillement. Donc, dire que c'est l'Allemagne qui a fait le plus d'efforts en matière photovoltaïque, c'est assez caricatural, mais c'est la réalité. Et dire que toutes les entreprises allemandes ont déposé leur bilan, c'est une réalité aussi. Bon. Donc, ayons le sens de nos responsabilités. N'ayons pas l'invective facile, ayons l'ambition importante et réaliste. Parce que tout cet argent, finalement, il est apporté soit par le consommateur, soit par l'actionnaire. Et pour ma part, j'ai trop de respect pour l'un et pour l'autre pour considérer qu'on peut dépenser n'importe quoi, n'importe comment, et délivrer une énergie à n'importe quel prix, ça n'a aucune importance. Nous en payons les conséquences. Et donc je veux rappeler qu'on est dans une industrie extrêmement capitalistique, où les investissements sont extrêmement lourd. Le parc de production français, c'est aujourd'hui de l'ordre de 5 à 600 milliards d'investissements qui ont été consacrés au système électrique français pour la production, pour la distribution. C'est donc beaucoup d'argent et je m'en considère comme responsable et par conséquent, vous n'attendez pas de moi des actions qui consistent à ne pas considérer cela. Alors, dans le domaine de l'éolien, nous avons été les premiers promoteurs de l'éolien en France. EDF Énergie Nouvelle est le plus grand acteur en matière d'énergie nouvelle français et vraisemblablement européen. Alors, nous avons une technique, nous investissons dans les énergies nouvelles, photovoltaïques et éolien, tout particulièrement dans l'éolien, plus que dans le nouveau nucléaire chaque année. Nous avons à peu près 1,5 milliard d'investissements chaque année consacrés à cela, pas uniquement au niveau franco-français, mais au niveau mondial, et nous essayons d'être efficaces. Et là où se situe la stratégie d'EDF, c'est que je souhaite que EDF soit le premier promoteur d'énergie nouvelle dans le monde, sachant que nous ne garderons pas la propriété de l'ensemble des outils de production que nous aurons développés et que nous faisons tourner les actifs. Ça, c'est le problème d'optimisation financière. Autant en France, nous cherchons à être exploitants, propriétaires exploitants de nos investissements, autant lorsqu'il s'agit de développer au niveau mondial. Dans certains cas, nous serons des promoteurs et ensuite nous valoriserons notre savoir-faire et notre compétence et parfois nous serons des opérateurs de services publics comme nous le sommes en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Pologne, en République tchèque ou même parfois en Chine. Donc, il y a encore du potentiel pour l'éolien terrestre en France. Alors après, la question c'est où est-il le plus pertinent ? En principe, là où les régimes de vent sont les plus favorables à ce qu'ils soient compétitifs. Deuxièmement, quel est le degré de développement que nous voulons donner à cette énergie intermittente par rapport à l'utilisation rationnelle des réseaux pour que l'équilibre économique, et c'est là où le coût de l'intermittence intervient, c'est vrai qu'à partir d'un certain degré de production en matière d'énergie intermittente, il faut redimensionner les réseaux qui ne supportent pas. Et dans la mesure où nous ne sommes pas encore capables de stocker cette énergie, en tout cas facilement,
nous avons des recherches très importantes en matière de stockage, ça a été rappelé tout à l'heure, eh bien, il faut que cet optimum soit géré et analysé à la fois nationalement, mais également régionalement. Ça fait partie des énergies réparties qui ont beaucoup plus de pertinence vue au travers, je dirais, de la maille régionale qu'au travers de la maille nationale, parce que les conditions d'efficacité sont au rendez-vous. Et EDF, je reviens à la question des internautes, ça n'est pas qu'un producteur-distributeur d'électricité nationale, c'est un opérateur qui est aussi un opérateur enraciné dans les territoires. Et nous sommes en train de développer beaucoup d'expérimentations qui vont devenir à grande échelle sur l'optimisation énergétique régionale. Et je crois qu'un des grands sujets, des grands enjeux de la transition énergétique, ce n'est pas des spéculations sur des taux, des pourcentages, etc. C'est une adaptation à l'efficacité des territoires. Une bonne partie de la production restera centralisée, mais une partie significative peut être répartie et adaptée à chacun des territoires de manière à ce que l'optimisation du service, de l'efficacité, de la productivité soit au rendez-vous des années qui viennent. Et c'est ainsi que nous devons développer des expérimentations en vraie grandeur industrielle dans plusieurs des territoires français, que je ne signalerai pas pour ne pas vexer les autres, et que nous allons continuer à mailler le territoire par des expérimentations et la proximité avec les décideurs locaux, régionaux, en fonction des cas. Alors la maille, elle est parfois régionale au sens organisationnel du terme, elle est parfois sur les grandes agglomérations, parce que l'humanité de demain, la population, ça sera aux 2/3 d'une population urbaine concentrée dans des mégapoles. Et aujourd'hui, on travaille sur Istanbul, on travaille sur, je l'ai rappelé tout à l'heure, sur Singapour, on travaille sur Mexico, on travaille sur des grandes agglomérations pour adapter nos réflexions et les systèmes aux besoins de ces populations. Ça implique un grand effort de recherche et d'adaptation, et c'est probablement là l'un des enjeux du développement industriel de l'approche de l'optimisation énergétique de demain. Encore une fois, sans dogme. C'est pas du tout ceci ou du tout cela. C'est qu'est-ce qui est le mieux. On ne part pas d'une feuille blanche, on part d'une situation existante pour que ce qu'on appelle la transition, cette évolution se fasse au mieux des intérêts économiques et organisationnels. Ça rejoint le problème de la résilience, de l'efficacité, de la diversité. Encore une fois, je n'aurai pas la même réponse en fonction de tous les territoires internationaux, de l'ensemble du territoire français et de chaque région française. Et donc je crois qu'il faut se rapprocher, et ça on le fait, des acteurs régionaux, des décideurs locaux, de manière à adapter notre position et notre réponse. Il est important de ne pas dissocier ces deux approches ou de ne pas considérer que l'une est exclusive de l'autre. Je n'y crois pas du tout. Et donc je suis un fervent partisan du développement, de l'enracinement régional et du développement d'expérimentations régionales sur la base d'un dessin industriel et d'une logique de service public. Sur... Oui, alors est-ce que les 55 milliards d'euros, vous savez, on a... Non, mais quel est le pourcentage ? J'ai plein d'idées. Bon. On consacre... Non, mais en gros, non, mais c'est parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je mets de la mauvaise volonté à vous dire on ne pourrait pas répartir autrement. On a, peu ou prou, sur les 10 ans qui viennent, sur le territoire national français, 100 à 120 milliards d'investissements à réaliser. Entre les réseaux, la production, l'optimisation, les infrastructures, évidemment les investissements de maintenance, pas réservés au nucléaire. Certains de nos administrateurs ont visité hier les barrages. On a dans l'hydraulique des ambitions fortes. Bon. Et pas uniquement en France, mais aussi en France. Donc, il ne faut pas résumer ou caricaturer la dimension de cette entreprise, qui mérite mieux que cela, à la fois à sa dimension de producteur et ou à sa dimension de sa fierté d'être le premier opérateur nucléaire au monde. Nous sommes le 5e opérateur hydroélectrique dans le monde. Pourquoi le 5e ? On pourrait être le premier. Oui, mais les ressources françaises sont limitées. Et qui sont les premiers ? Les Chinois, les Trois-Gorges, les Canadiens, les Brésiliens et les Russes. Est-ce que vous allez imaginer que je vais me contenter d'être le 5e ? Certainement pas. Je veux que nous remontions sur le podium. Ça veut dire que nous développions l'ingénierie, le savoir-faire,
la compétence d'EDF partout dans le monde, dans les grands projets hydroélectriques, comme on l'a fait à Nampton au Laos. Ça, c'est un objet industriel, et ça peut nourrir le développement de notre industrie sans porter préjudice, bien au contraire, à l'ambition du groupe d'être un grand opérateur électrique mondial. Donc vous voyez que le fait de résumer, et quand on parle d'EDF, oui, j'ai le nucléaire fier, et je l'assume, mais pas exclusif. Ensuite, on a... vous en reste 2 sur les questions préventives et sur l'AREN. Sur l'AREN, oui, alors sur la précarité énergétique. Vaste sujet. Bon. Dans précarité énergétique, pardon, là, je sors là aussi de mon rôle, mais d'abord j'entends précarité. Si les gens n'étaient pas dans un état précaire, ils ne seraient pas précaires énergétiquement. Bon. Donc, on ne va pas effacer la précarité uniquement par l'énergie, mais on peut y contribuer. Et moi, je pense que de manière préventive, la meilleure manière d'y contribuer, c'est de leur donner du boulot. Bon. Et si EDF est une entreprise de plein exercice, une industrie de premier rang, qui se développe, qui gagne, qui développe ses marchés, qui développe sa présence dans le monde, qui renforce sa présence en France, elle ne sera pas capable de continuer à créer 2000 emplois nets chaque année, comme nous l'avons fait en 2012, comme nous le ferons en 2013, comme nous le ferons en 2014. Et moi, mon ambition, ce n'est pas de me limiter à 2000. Et là, j'aurais le sentiment, et c'est pas, je ne suis pas là en train de faire une campagne, de participer à la lutte contre la précarité. Et puis, il y a la solidarité. Et cette solidarité, elle s'exprime à la fois de manière préventive par l'optimisation et l'efficacité énergétique. Comment éviter que les logements qui sont les plus énergivores contribuent à renforcer la précarité de gens qui ne peuvent pas subvenir aux investissements nécessaires, etc. Et c'est là où il faut qu'on travaille et où la concertation avec le ministère est quotidienne, parce qu'il faut trouver des mécanismes qui rendent l'effort d'investissement qui y est déjà consacré aujourd'hui plus efficace qu'il ne l'est ou qu'il ne l'a été dans le passé. On a une discussion en cours à cet effet, et je suis presque d'accord pour augmenter notre contribution, mais à condition que cette contribution soit efficace. Et je voudrais déjà que ce que nous faisons aujourd'hui soit rendu beaucoup plus efficace que ça n'est par des mécanismes qui aujourd'hui n'optimisent pas l'effet positif des investissements qui sont déjà en cours de réalisation. Deuxièmement, c'est par un effort de solidarité au travers de la contribution à la facilitation de la facture, donc des tarifs aidés. Et ça rebondit sur la CSPE. La CSPE a été imaginée initialement, cette contribution au service public de l'électricité, est destinée à couvrir, à contrebalancer, d'une part, l'impact de la solidarité, des tarifs aidés, et deux, de la péréquation tarifaire nationale, puisque, comme vous le savez, dans notre pays, la structuration du système, de la volonté politique, la vision du service public de l'électricité était que tous les Français de toute catégorie devaient pouvoir bénéficier de ces services vitaux aux mêmes conditions, au même prix, sous toutes les latitudes, dont acte. Et tout ça a été couvert par la CSPE. Mais on y a rajouté, par facilité, le financement des tarifs, de reprise des énergies nouvelles. Et là, ça a fait exploser les montants concernés. Et pour faire courte une longue histoire, les discussions ont été difficiles et ont abouti de manière douloureuse avec le gouvernement. J'en rends hommage à la ministre ici présente, parce que l'an dernier, le déficit de CSPE dans les comptes d'EDF, c'est-à-dire les sommes qui nous étaient dues par la nation, atteignait des montants qui se sont élevés à 5 milliards à la fin de l'année 2012. Donc, financement, c'est un poids difficile à porter, sans aucune contrepartie, par une entreprise, quelle qu'elle soit, fût-elle EDF. Donc, un mécanisme a été trouvé, je t'en remercie, pour régler le sujet, en tout cas de façon cohérente, convenable et transparente, à la fin de 2012. Il reste qu'il va falloir gérer la suite. Ceci est un livre ouvert. Donc nous en reparlerons sur le sujet de l'AREN. Alors, éternel sujet. Alors qu'est-ce que la CRE va décider sur l'AREN ? Ce n'est pas l'ancien
que je salue respectueusement, que je vais infliger une réponse. Mais bon, l'Arenh, qu'est-ce que c'est ? C'est le tarif de cession qui nous est imposé par la loi dite NOM à nos propres concurrents de l'énergie que nous produisons. Ça n'est pas marginal puisque ça s'applique à 25% de la production électronucléaire française. C'est donc un montant très important pour le groupe EDF. Ce tarif de l'Arenh, après des discussions épiques, voire d'une honnêteté parfois marginale de la part des prétendants, nous revendiquions, nous disions, bon, au fond, je vous rappelle les épisodes précédents, j'avais émis une remarque simple qui consistait à dire, au fond, à minima, il faudrait qu'EDF vende cette électricité au minimum au prix du tartame. Alors, pas rappeler ce qu'est le tartame, vous le savez tous, et puis là aussi, si on était étranger, on serait ébahi par toute cette richesse de vocabulaire. Bon. Le tartame, il y a une famille tartame avec donc la tante, le cousin, la cousine tartame, etc. Il y avait une espèce d'ethnie tartame, parce que moi je pensais en arrivant qu'il y avait un tartame tout court. Non, il y a des tartames, tartame d'hiver, des tartames d'été, etc. Enfin bon, il y avait. La famille tartame moyenne, c'était 42 €. Donc j'ai dit, j'ai demandé 42 €. Je savais que c'était inférieur à notre coût de revient, mais qu'au moins on ait le tartame. Bon. Au bout d'une longue et difficile période de combat nocturne, sanglant, épouvantable, etc., et violent, on est arrivé à 42 €. Bon. Et puis, dans son immense sagesse, l'État a dit, mais je vais confier à la Cour des comptes la vérification du coût économique du parc électronucléaire français, pour voir si ça n'est pas écarté. Et la Cour des comptes a abouti à 50 €, pour faire bref, 49,50 € valeur 2012. Bon. Donc vous voyez que les bénéficiaires de l'Arenh n'ont pas à couiner. Ils achètent notre production en bout de chaîne à un prix inférieur à notre prix de revient. C'est lequel prix de revient est le plus bas de toutes les énergies alternatives possibles. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas les produire. Et au fait, et la conséquence, pardon, mais je le dis, il n'y a pas de médias ici, la conséquence de ça, c'est que ces gens-là, ils trouvent tellement satisfaisant de les acheter à ce prix-là qui ferment leur capacité de production pour pouvoir s'alimenter plus facilement et plus économiquement. Donc je pense qu'il faudrait que l'Arenh évolue et rejoigne au moins le coût de production. Ce serait le minimum décent dans un monde économique normal. Voilà ce que je peux dire. Merci infiniment, Monsieur Proglio, pour cette audition sur les très nombreux sujets que vous avez vous-même abordés en réponse aux questions qui ont été posées. Nous continuerons notre débat en ayant en tête ce que vous avez dit, ce que vous avez répondu. Je suggère qu'on fasse une très courte pause avant de reprendre avec M. Ludwigou, qui nous a déjà rejoint. Merci à nouveau, en tout cas. Merci beaucoup. Tout à l'heure.